Bonjour à tous, bienvenue à l'épisode 11 du Café Santé. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Fabienne Hirt. Bonjour Fabienne. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, merci de l'invitation. Je suis très contente d'être là. Merci d'être venue, merci d'avoir fait le déplacement. Partons sur le sujet du jour, donc la phytothérapie aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà ta définition de la phytothérapie vraiment basique? La phytothérapie, c'est vraiment la thérapie par les plantes sous toutes ses formes. Il y a plein de manières de les utiliser. C'est une thérapie en fait qui est vieille depuis toujours, enfin qui existe depuis toujours. On voit que Hippocrate, déjà 200 ans avant Jésus-Christ, les utilisait dans sa médecine. 50 ans après Jésus-Christ, on a Dioscoride, en fait, qui a écrit des ouvrages sur les plantes qui s'appelait De Materia Medica et qui faisait déjà notion de l'utilisation de ces plantes dans les thérapies. Et puis après, on a eu Hildegard de Bingen aussi, qui sont des phytothérapeutes, c'était une guérisseuse en fait qui utilisait aussi entre autres des plantes pour soigner les gens. Et puis on voit qu'au fil des âges, la phytothérapie est ancrée, les plantes sont autour de nous, elles ont été utilisées vraiment depuis toujours. Ouais, on a même l'impression que ça peut le savoir de nos ancêtres a peu évolué. Alors on peut beaucoup mieux le documenter par la technique aujourd'hui. Mais en fait, la base était déjà très très juste. Empiriquement, ils utilisaient déjà les plantes pour beaucoup d'applications et ça marchait. Ouais, c'est ça qui est complètement dingue, c'est que finalement, on se rend compte que ces gens les utilisaient peut-être par instinct, et puis que finalement ils avaient assez juste. Mais on sait aussi on se rend compte que les gens étaient très observateurs à l'époque. Alors il y a eu aussi des dérapés, bien entendu. Il y a des choses qui ont bien fonctionné, d'autres un peu moins. Mais c'est effectivement ce qui est intéressant, c'est que même maintenant qu'on peut analyser les principes actifs, on se rend compte que les gens avaient déjà juste à l'époque. Ouais, donc je pense à force de tests, à force d'observation, comme tu dis, en fait, on avait déjà les réponses. Oui. Puis maintenant, on a validé ça. Et puis, typiquement, on parlera tout à l'heure des titrages et des matières actives. Et c'est vrai que maintenant, on peut vraiment les identifier. Et puis même, il y a des applications. Est-ce qu'on est pas tout à fait sûr de ça marche, mais on n'est pas tout à fait sûr de pourquoi ça marche? Bien sûr, certaines fois, il y a tout un mystère aussi autour de la plante. Donc, hormis les principes actifs dont on sait qu'ils agissent sur un symptôme ou sur un système, ça c'est assez clair. Mais ce qui est assez magique avec les plantes, c'est ce qu'on appelle le totem, c'est-à-dire que toute la plante est utilisée, pas seulement forcément un principe actif, comme on le ferait en pharmacologie standard. Et c'est ça qui est magique, c'est qu'il y a des interactions et des synergies de la plante dont on n'imagine pas forcément les retombées sur la prescription. Donc il y a une part de mystère là derrière. Il y a plein de formes aussi. On parlait d'huile essentielle tout à l'heure. Il y a aussi tout ce qui est hydrolat, les macérats, les infusions, les décoctions. Enfin, il y a plein de choses. En phytothérapie, on a vraiment une large palette d'actions, ce qui est très intéressant. Ça permet de les adapter justement aux personnes que l'on a, qu'elles aient de la vitalité, qu'on l'applique sur des enfants, sur des personnes âgées, ou des femmes enceintes. Les galéniques peuvent être complètement différentes. J'aimerais te poser la question, est-ce que la galénique change l'utilisation thérapeutique? C'est-à-dire, si j'ai un problème de digestion, est-ce qu'une infusion va marcher autant bien qu'un extrait en poudre que je prendrais en gélule, par exemple? Non, effectivement, la galénique est vraiment appropriée à certaines, on va dire, pathologies, plus ou moins par rapport à leur concentration. Donc oui, une tisane, c'est une thérapie qu'on peut utiliser, mais par exemple, si on a besoin de frapper un peu plus fort, on utilisera des concentrés, des principes actifs plus concentrés. Donc vraiment des principes actifs qui seraient isolés de la plante, et puis pas forcément la plante dans son ensemble, c'est ça? Alors ça dépend, parce que oui et non, parce que parfois on utilise des principes actifs isolés, mais la plupart du temps, c'est quand même des concentrés de plantes où on utilise la racine, les feuilles ou les fleurs. Donc, comme on parlait tout avant du totem, on a aussi des principes actifs un peu plus généraux. On parle de principes actifs. Est-ce que peut-être rapidement, tu peux nous expliquer à quoi ils servent? C'est vraiment la matière qui fait l'action dans la plante?
Dans les plantes, il y a des principes actifs qui sont liposolubles, donc ça veut dire qu'ils sont solubles dans l'huile, et qui sont hydrosolubles, qui sont solubles dans l'eau. Quand on fait une tisane, en fait, on n'extrait que ces principes qui sont hydrosolubles. Et par exemple, on peut utiliser les principes actifs liposolubles en faisant des macérats huileux. Mais ce qui est intéressant finalement avec les compléments dans les gélules, c'est qu'on a tous ces critères qui sont réunis. Ouais, donc on a des extractions à l'eau, on a aussi des extractions à l'alcool qui sont possibles. Absolument, des extractions à l'huile. Mhm. Puis encore, on a aussi les extractions à vapeur d'eau, qui sont le cas des huiles essentielles, justement, qui sont des molécules aromatiques qui sont extraites comme cela. Oui, on avait vu un petit coucou d'ailleurs à l'Essentiel. On avait été voir directement leur production. Ils sont à Icogne, en Valais. C'est un endroit magnifique. C'est magnifique, ouais. C'est vraiment perché. Il y a une belle vue et tout ça, c'est sympa. Et eux, ils font une extraction à la vapeur, du coup, comme ils font des huiles essentielles. Et ça permet de justement tirer ces principes actifs des plantes qu'on n'aurait pas forcément si on la consomme d'une pièce ou qu'on la mâche directement. Absolument. Et puis les huiles essentielles, c'est vraiment une particularité, je dirais. C'est spécifique aux huiles essentielles, effectivement. Cette extraction à chaud par vapeur d'eau, c'est une sorte de distillation finalement. Et puis, est-ce que là derrière, il y a une notion de biodisponibilité? Justement, est-ce que c'est mieux d'avoir un principe actif qui est liposoluble plutôt que hydrosoluble, ou est-ce que ça change rien? Enfin, je sais pas, c'est quoi ton avis là-dessus? Donc, c'est intéressant d'avoir finalement des produits qui contiennent le plus de principes actifs selon ce qu'on veut traiter. Donc, ça nous permet de choisir aussi la forme galénique en fonction. Tout ce qui est lipo, étant donné que nos cellules sont faites de graisse, enfin l'enveloppe des cellules, est-ce que c'est du coup plus dangereux d'utiliser des formes lipo ou plus efficaces, je dirais? Alors, je ne parlerai pas forcément d'efficacité, c'est simplement un cheminement un peu différent en fait. Tout ce qui est lipo va être métabolisé par le foie, transformé par ce dernier. Et le corps, je dirais, aura peut-être plus de peine à évacuer le surplus si le foie, par exemple, n'est pas en forme. C'est bien pour ça qu'on fait des analyses en général sanguines quand on donne des suppléments. Tu travailles sur analyse de sang aussi, j'imagine? Oui. Et en fait, tu vois vraiment la différence avant-après quand tu donnes un traitement comme ça, ou c'est vraiment très très long terme et puis c'est quelque chose qu'on ne mesure pas si facilement? Ça dépend sur quand on travaille, mais parfois avec le fer, on a des résultats assez rapides. Avec la vitamine B12 aussi, par exemple. Mais il y a certaines fois, ça prend plus de temps ou ça ne monte pas, mais ça, c'est souvent c'est lié à d'autres choses. Donc il y a des gens qui absorberaient moins certaines molécules que d'autres? C'est tout à fait le cas. Bien souvent, je prends l'exemple du fer. On a des femmes qui sont carencées en fer, chez qui on donne des compléments qui remontent très vite, puis il y a des femmes, pendant des mois, ça ne remonte pas. Ouais, on a beaucoup de sphères dans la phyto. On a, je ne sais pas si on peut les lister un petit peu. On a beaucoup de plantes pour la sphère neuro. On a des plantes pour tout ce qui est immunité, pour ce qui est digestion. C'est quoi, toi, que tu rencontres le plus souvent comme sphère dans la pratique? Alors, la gestion du stress. Énormément, je travaille avec les plantes adaptogènes, qui sont vraiment des plantes qui permettent au système nerveux de se calmer, on va dire, de gérer la production de cortisol, de gérer aussi les neurotransmetteurs dopaminergiques, enfin des choses, toutes des substances en fait qui sont en excès dans ces pathologies. Là aussi, je reviens une fois de plus sur la globalité, parce que donner une plante adaptogène à quelqu'un qui lève pas le pied, à un moment donné, il y aura un problème quand même physique, même si sur le long terme, ça peut durer un moment. Je prends toujours l'exemple de l'accélérateur. Quand vous avez le pied sur l'accélérateur dans la voiture, la plante adaptogène, elle permet de presser la pédale du frein. Mais si l'accélérateur, la pédale des gaz est toujours au fond, à un moment donné, la voiture va quand même chauffer un peu. Moi, je prends toujours l'exemple de dire, si un jour le patient lève le pied, il risque de filer dans le mur, quoi. Mais c'est vrai que ce sont des plantes qui sont utiles et que je donne volontiers aussi dans les périodes d'examen, de grand stress. Des fois, il faut soutenir le corps, le temps aussi que la personne puisse trouver des solutions pour se ressourcer et se régénérer. On peut se préparer un peu à tout. Après, typiquement, je prends l'exemple du gingembre. Je crois qu'il est bien pour tout ce qui est système immunitaire. Corrige-moi peut-être si c'est faux.
Absolument, mais il est aussi très intéressant sur le système digestif. Et Mhm. puis, visiblement, on découvre de jour en jour que le système immunitaire est généré principalement dans le système digestif via notre microbiote. Donc, effectivement, toutes les plantes de la sphère digestive sont intéressantes aussi pour le système immunitaire. Ouais, tout est finalement lié, hein. Et puis après, on a aussi toute la sphère hormonale qui est peut-être aussi touchée par certaines plantes. Absolument, j'ai pas mal de patientes qui viennent en cabinet, des jeunes femmes qui ont des problèmes de règles, de cycle menstruel, de douleurs prémenstruelles. Il y a aussi des problèmes de fertilité. Alors là, on peut vraiment agir avec des plantes œstrogéniques, progestérone, qui peuvent réguler le cycle. On travaille aussi en général également sur le foie et le stress, parce que souvent il y a un lien aussi. La métabolisation des hormones passe par le foie, donc si le foie est paresseux, fatigué, c'est un peu plus difficile. Dans les problèmes d'acné, par exemple, aussi, on voit qu'il y a souvent un déséquilibre hormonal, donc avec les plantes, on peut vraiment travailler. En ménopause, c'est très intéressant. Par exemple, on travaille aussi beaucoup avec la sauge, le houblon, des plantes qui travaillent sur les bouffées de chaleur. Donc, il y a vraiment mille usages de phytothérapie. Il n'y a pas grand-chose qu'on ne peut pas faire, j'ai l'impression, avec les plantes en tout cas. Mais ça reste très pointilleux. Enfin, il faut avoir quand même des connaissances assez approfondies. On ne peut pas faire n'importe quoi. Non, effectivement. Et puis, c'est très important, comme je disais tout à l'heure, de tenir en compte de toute la personne, de son passé aussi. Parce que typiquement, s'il y a des antécédents cancéreux ou des antécédents cardiaques, certaines plantes sont vraiment à proscrire. Par contre, il y a aussi les contre-indications en synergie avec d'autres médicaments. J'ai aussi parfois des gens qui ne peuvent pas avaler des gélules, par exemple, donc ça me contraint aussi à donner des formules magistrales différentes, c'est-à-dire des préparations plutôt de gouttes dans l'eau, des teintures mères ou des tisanes, des décoctions. Après, ce que je trouve très intéressant dans les préparations magistrales, par exemple, donc c'est souvent des teintures mères composées, on peut vraiment choisir la plante ou les plantes que l'on veut pour la personne, vraiment d'une manière personnalisée, justement. Et c'est intéressant parce que l'on parlait avant justement des plantes qui sont toxiques. On peut utiliser de l'homéopathie dans certaines préparations qui aident à soutenir l'organisme aussi dans cette démarche. Ouais, donc diluer beaucoup plus pour avoir moins de principes actifs, que ce soit moins violent peut-être, puis plus sur le long terme, c'est comme ça que tu... Absolument, l'homéopathie, c'est pas forcément le sujet, mais quelque part c'est une forme de phytothérapie aussi, mais diluée en fait, c'est plutôt c'est une information que l'on donne au corps. Ouais, on fait peut-être un point sur tout ce qui est adaptogène, parce qu'on en entend beaucoup parler. En fait, tout est dans le mot, je pense, donc elle s'adapte vraiment aux besoins. Est-ce que c'est efficace déjà d'une part ? Parce qu'on a l'impression que ça fait adaptogène, ça peut faire un peu tout, mais un peu rien. Alors, dans la société dans laquelle on est, je dirais que les plantes adaptogènes sont très intéressantes parce qu'elles permettent justement de s'adapter à un stress quotidien. Je dirais que le stress, c'est une bonne chose. On devrait avoir un peu de stress ponctuellement, je dirais, pour se défendre. Mais ce qui se passe dans nos sociétés, c'est qu'on est dans un stress chronique permanent et puis le corps ne peut plus récupérer. Un stress devrait toujours être ponctuel, il devrait y avoir une période de récupération derrière. Mais ce qu'il arrive maintenant, c'est que les gens n'arrivent plus à récupérer derrière, on est toujours sollicité. Il y a une charge mentale énorme, il y a des sollicitations partout avec les écrans, avec le travail, les familles. Donc les gens, en fait, n'arrivent plus à récupérer. Ce qui est intéressant dans la plante adaptogène, c'est qu'elle permet d'être donnée sur un moyen long terme. Comme je disais avant, sur un trop long terme, je pense que c'est pas sain non plus de mon point de vue, parce que c'est comme si on n'arrive pas à s'autoréguler. Je pense qu'en phytothérapie, on a toujours besoin de faire des fenêtres thérapeutiques, de faire des pauses et de laisser au corps en fait sa propre récupération. Mais ce qui est intéressant avec les plantes adaptogènes, c'est qu'elles permettent justement à la personne de réaliser, je dirais, la situation dans laquelle elle se trouve, de trouver des solutions pour se poser et puis de trouver vraiment des solutions pour se régénérer. Et là où les plantes adaptogènes sont intéressantes, c'est que finalement, elles ont assez peu d'effets secondaires. Elles soutiennent bien vraiment l'axe des reins, qui crée le cortisol, les substances dopaminergiques aussi du cerveau. Donc, elles permettent sur le moyen long terme vraiment de calmer le corps. Mais je dirais que ça reste, pour moi quand même, ça ne reste finalement qu'une solution
entre guillemets, temporaire, mais qui peut être prise plusieurs fois par année, quand on sait qu'on va avoir, par exemple, des grosses charges mentales, quand on a une session d'examen, quand peut-être qu'un travail devient plus exigeant lors de salons ou d'événements, ou de choses comme ça. Plutôt ponctuel sur l'année, je dirais. Et puis après, ça me fait penser aux saisonnalités, en fait. Mm-hmm. Est-ce que tu as aussi, on parlait tout à l'heure du système immunitaire, je pense que c'est plutôt des plantes hivernales, étant donné qu'elles ont dû se renforcer pour tenir à l'hiver, donc elles peuvent nous transmettre ces capacités. Tu as beaucoup de plantes saisonnières comme ça que tu utilises par exemple en été ou en hiver. Oui, il y a pas mal de plantes saisonnières. En fait, à l'approche de l'automne, de l'hiver, souvent les gens utilisent des plantes qui vont renforcer justement le système immunitaire, comme l'échinacée, l'astragale ou des plantes antivirales quand les symptômes sont déjà là, par exemple. Et puis au printemps, on a traditionnellement dans notre culture, on fait une sorte de détox, comme le pissenlit, le radis noir, l'artichaut. Alors la détoxification, ça aussi, je dis faites attention parce que tout le monde n'est pas égal, tout le monde ne peut pas forcément supporter une détox. Ça, c'est aussi quelque chose qui est important de connaître parce qu'on voit des publicités partout, c'est la mode maintenant dans les magazines, partout, on se dit faites de la détox de printemps, mais je dis toujours attention parce que chaque personne est unique et puis n'est pas forcément capable au niveau de la vitalité de supporter une cure comme cela. L'été, on travaille beaucoup sur les jambes lourdes avec des plantes qui sont circulatoires comme la vigne rouge, le mélilo, des plantes comme ça qui vont vraiment activer la lymphe et le retour sanguin. Et puis en automne, on peut se préparer aussi à passer un hiver plus serein, moins plein de virus en utilisant quelques plantes aussi, justement, qui vont un peu, je dirais pas forcément booster l'immunité, mais en tout cas la soutenir et puis préparer l'organisme au froid. Toutes les plantes sont pas forcément bonnes. Enfin, je sais qu'il y en a énormément de sortes, mais il y a aussi des plantes qui sont toxiques pour l'organisme. Donc, quand on parle phyto, tout n'est pas forcément bon à prendre. Non, bien sûr, bien au contraire. Il y a des plantes qui sont effectivement toxiques pour l'organisme, que l'on utilisait à l'époque, comme la belladone, par exemple, ou qui étaient des plantes qui travaillaient. Les femmes se mettaient de la belladone dans les yeux pour avoir les pupilles dilatées, parce qu'on trouvait que c'était un signe de séduction à l'époque. Et puis maintenant, on sait que la belladone, c'est un neurotoxique puissant, donc c'est une substance que l'on n'utilise plus, en tout cas dans les plantes en pondérale, mais par contre, on utilise la belladone encore en homéopathie. Ouais, parce qu'il y a justement des contre-indications des fois avec les plantes. Complètement, c'est pas du tout anodin. Des fois, on y dit prenez une petite plante parce que ça pousse dans la nature, mais non, bien au contraire, il y a des principes actifs qui peuvent être en contre-indication déjà avec une médication existante, mais aussi avec des pathologies. Par exemple, on sait que dans les cancers hormonodépendants, on est très prudent avec les principes actifs qui miment les hormones, des hormones œstrogéniques, par exemple. Oui. On parlait avant des anticoagulants. Enfin, il y a plein d'exemples comme ça où on sait que, par exemple, on a aussi des plantes qui agissent sur la métabolisation du foie. Donc, on fait aussi attention de ne pas donner n'importe quoi avec des médicaments qui sont métabolisés justement par le foie. Interaction avec médicaments, est-ce qu'il y a aussi peut-être des interactions avec le psychisme ou il y a certains cas où tu donnerais pas forcément une plante à quelqu'un qui a déjà peut-être un problème de, je sais pas, je prends l'exemple de schizophrénie ou autre? Absolument, il y en a des plantes qui sont potentiellement déclenchantes de pathologies de terrain finalement qui sont déjà présents. On fait aussi attention quand on donne des plantes avec des gens qui sont sous antidépresseurs, par exemple, parce qu'on sait qu'il peut y avoir des interactions. Ouais, donc toujours prendre l'humain en globalité avant de lui donner quoi que ce soit. Absolument. Et puis, bien sûr, on travaille aussi avec les médecins, on se concerte et puis on essaye vraiment de faire le mieux pour la personne. C'est cette synergie qui est intéressante, je pense, parce que la plante peut soutenir plutôt tout ce qui est chronique très bien, je pense. Ou je sais pas si tu peux me corriger peut-être, mais... Je suis pas sûre de bien comprendre ta question. Avec tout ce qui est phytothérapie, est-ce qu'on soutient pas plutôt les maux chroniques? Je dirais dans les pathologies chroniques, effectivement, on a des bons résultats avec les plantes parce qu'on peut travailler sur le long terme. Mais ça peut être efficace aussi parfois dans les pathologies, je dirais, aiguës,
On a des anti-inflammatoires très puissants au niveau des huiles essentielles, par exemple. On a aussi des antiviraux, des antiseptiques, des antibactériens qui sont intéressants, ponctuels. Et puis après, si moi je veux l'intégrer à mon quotidien, la phyto, qu'est-ce que je peux faire? Enfin, je sais qu'on peut faire des infusions soi-même, on peut peut-être aller en forêt, récolter quelques plantes indigènes. Absolument, il y a des plantes indigènes qui poussent dans nos régions, donc ça c'est intéressant parce qu'on peut faire de la cueillette. Il y a le plaisir aussi de la reconnexion avec la nature. On peut les cuisiner. Il y a des cours qui se font, il y a des guides qui existent pour ne pas se tromper et prendre des plantes qui sont justement toxiques. On peut les utiliser sous forme d'aromates. Je dis toujours à mes patients, mais utilisez des aromates au quotidien, du romarin, du thym, du basilic, c'est des choses qui sont vraiment... Sèche, non, ou fraîches même. Ou fraîches, ouais. Dans la cuisine, sur vos assiettes. Ou en tisane. Il y a bien sûr des tisanes et des décoctions. Il y a des sirops que l'on peut faire. Germaine Cousin, en fait, c'est une dame, une grand-mère valaisanne pleine d'entrain, d'un âge assez avancé, qui a toujours travaillé avec les plantes. Elle a fait des livres magnifiques, justement, sur les sirops, sur les plantes qu'elle ramasse, sur les décoctions. Ça, c'est une belle référence à avoir aussi. Je voulais te demander si tu avais des références, mais en voilà une. Je voulais juste revenir encore sur l'intégration des plantes au quotidien. Je dirais que vous pouvez les utiliser aussi sous forme séchée. Par exemple, aller ramasser les orties au printemps et puis les réduire en poudre, les intégrer sur vos plats. On peut faire la même chose avec la prêle, par exemple, pour donner de la silice, des minéraux, enfin des choses qui sont complètes au quotidien. Et la mélisse, elle pousse comme la mauvaise herbe. En fait, c'est la même famille que les orties, par exemple. Et puis, c'est une tisane de mélisse très sympathique, mais je l'utilise beaucoup, moi, en digestion, parce qu'elle est très intéressante sur les gens qui ont des remontées acides, des indigestions, enfin, de la partie haute digestive, parce qu'elle a vraiment un tropisme sur le système nerveux, je dirais. Donc, elle calme, elle est apaisante, mais pour la digestion, elle est vraiment très intéressante aussi. Après, on avait aussi l'ortie qu'on retrouve régulièrement chez nous. Une soupe d'ortie, je ne sais pas si c'est tellement conseillé, ça peut piquer un peu. Non, une fois qu'elle est chauffée, il n'y a plus de risque, ça va. Ah ouais, ça c'est bien justement que tu en parles, parce que ça veut dire que quand tu chauffes en fait, la plante, déjà on prend que les feuilles ou on prend la plante entière? Alors pour l'ortie, pour faire des soupes, on prend vraiment ce qu'on appelle les sommités des feuilles. Donc on prend 4-5 feuilles du haut de la tige. Avec des gants, toujours? Avec ou sans les gants. Si on les prend avec douceur et dans le bon sens, on ne se fait pas piquer. Et tu aurais des conseils? Enfin, moi maintenant je vais aller ramasser des plantes, peut-être que je vais aller plutôt en forêt. Il faut faire très attention déjà à connaître la plante que l'on cueille, par exemple. Et si on la connaît bien, la récolter si possible dans un environnement qui n'est pas toxique. Éviter de les ramasser au bord des chemins où les chiens peuvent aller faire leurs besoins, ou aux abords de champs qui sont traités, par exemple, au bord d'une autoroute, enfin, dans des endroits qui seront pollués. Il y a bien entendu les compléments que l'on peut prendre aussi sous forme de cure ou à plus long terme. Ça, c'est aussi à voir avec votre thérapeute. On a typiquement des compléments qui sont très intéressants justement dans la prévention de certaines pathologies. L'ashwagandha, je pense, c'est une plante qui est intéressante sur le stress chronique, tout comme la rhodiola, c'est une plante aussi qui est intéressante, adaptogène, absolument. L'éleutérocoque, le pavot de Californie, il y a plusieurs plantes à disposition. Au niveau du titrage, bien sûr que c'est très important. Il y a aussi, je dirais, plein de cochonneries dans les compléments alimentaires, comme des additifs, des anti-agglomérants, des choses qui sont pas forcément saines pour les gens qui ont déjà un microbiote un peu défaillant ou une sensibilité digestive déjà accrue. C'est bien sûr très important de choisir une formule aussi, je dirais, qui soit assimilable par l'organisme dans les compléments, ainsi que des titrages qui soient, entre guillemets, sérieux aussi. Si on se donne la peine de prendre des gélules, d'acheter un complément, ça vaut la peine que la qualité soit là et que la puissance, je dirais, recherchée soit adéquate aussi. Après, je vais faire une petite parenthèse qui n'était pas prévue. On vante à certaines plantes des vertus un peu plus spirituelles, je dirais. On pourrait prendre l'exemple d'une plante qu'on brûlerait et puis qui pourrait purifier les intérieurs. Ou je prends un autre exemple. Il y a beaucoup de gens qui font des initiations à
une certaine préparation, on va dire, indigène. Donc ce genre de vertu spirituelle est à considérer quand même dans l'univers des plantes. Je pense que pour certaines personnes, ça peut faire du bien, d'autres moins. Toi, tu as un avis sur ça? Alors, le côté, je dirais, de la signature de la plante, pour moi, elle est assez importante parce qu'on constate quand même que dans les cultures anciennes, on brûlait de la sauge, par exemple, on brûlait de l'encens, qui sont finalement des résines ou des plantes qui ont des vertus visiblement spirituelles pour nettoyer ou aider à se concentrer, peut-être. Moi, dans ma pratique, je les utilise pas forcément d'une manière, je dirais, spirituelle. Après, comment est-ce qu'on peut l'appeler? Mais je l'utilise plutôt dans la symbolique. Je trouve que la symbolique, elle peut être intéressante. Je prends l'exemple de la lavande, pour moi, qui est l'amour maternel, par exemple, qui a cette symbolique, en fait, de se retrouver entouré de lavande. Il y a une chaleur maternelle, il y a une reconnexion à son cœur, par exemple. La rose, c'est un peu le symbole de la grand-mère, par exemple. Nos grands-mères avaient des parfums à la rose. On a des symboliques aussi, par exemple, plus paternelles, comme le cèdre. Donc, je les utilise peut-être parfois un peu aussi dans ce sens-là, en donnant l'image, je dirais, au patient, en lui expliquant que les principes actifs agissent sur le système nerveux central, par exemple, peuvent détendre la personne, par exemple, pour la lavande, mais qu'il y a cette reconnexion à son cœur et qu'elle peut y aller dans ce sens-là. Et je trouve que ça apporte parfois un petit plus, où la personne, quand elle va prendre la plante, elle va peut-être la voir différemment que juste comme un principe actif, comme elle prendrait un autre médicament, mais peut-être aussi avec une intention de reconnexion avec elle-même. Et là, je trouve que c'est intéressant. Ouais, je dirais que c'est même des symboles qui traversent les âges et puis c'est des traditions qui s'installent et qui restent et qui peuvent faire aussi inconsciemment beaucoup de bien, je pense, au cerveau. Absolument. Puis j'ai l'impression que c'est quand même ancré en nous. En tout cas, pour moi, dans mon expérience personnelle, ma grand-mère me mettait un petit sachet de lavande sous mon oreiller quand j'allais dormir chez elle. Donc il y a cette connexion, je trouve, aussi avec peut-être nos ancêtres, notre essence. Ouais, et puis là, prendre en compte la personne, ça prend tout son sens. Quand tu me parlais aussi du passé, quelqu'un qui a eu ce genre d'expérience, ça peut lui faire beaucoup de bien d'avoir un peu de lavande proche de lui. Mm-hmm. Tandis qu'une autre personne qui n'aurait pas vécu ça n'aurait pas ces bienfaits-là, mais on retrouve ça aussi, ouais. Elle n'aura peut-être pas ces bienfaits-là, mais peut-être elle prendra peut-être une conscience de ce qu'elle a en elle. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont plutôt cartésiens, d'autres qui sont plutôt spirituels, puis qui emploient les plantes avec d'autres applications. Mais de nouveau, on a des grandes familles aussi, des axes thérapeutiques pour ça. Alors moi, je suis quelqu'un d'assez cartésien. Je dois dire que pour moi, ce qui n'était pas démontré était difficile à croire. Mm-hmm. Mais c'est vrai que j'ai appris ça aussi en étant mère, je crois, en me connectant aussi à mes enfants, de me dire que finalement, d'appliquer un baume sur le dos d'un enfant malade à la spatule n'a pas vraiment le même effet que si on le fait avec amour et tendresse et douceur. Et puis peut-être que dans ma pratique, j'apprends aussi maintenant à travers justement cette signature des plantes ou la manière dont sont prescrits les médicaments, je dirais à entourer la personne de bienveillance. Mmh. Et je pense que ça fait partie aussi de la thérapie qui complète bien les plantes. C'est pas juste une machine dans laquelle on met les bons composants, mais il faut aussi y mettre un peu de bonne volonté et puis accompagner ce traitement, je pense. Absolument. Et je reviens sur ce que je disais avant par rapport justement au mental, au psychique et au corps. Pour moi, ça fait partie du job, quoi. Donc on a vu que les plantes pouvaient soigner beaucoup de maux, étaient très très utilisées. Après, il y a beaucoup d'effets de mode aussi. On trouve beaucoup d'informations qui ne sont pas toujours vraies, typiquement sur Internet ou ailleurs. Je reviens sur le fait que c'est toujours très intéressant et très important de consulter un professionnel de la santé, typiquement Fabienne, qui a l'habitude et qui travaille régulièrement avec ces traitements-là. Si je veux te retrouver, tu as un cabinet, tu m'as dit ? Oui, donc, j'ai un cabinet à Neuchâtel. Ouais, donc on mettra aussi le lien en description, comme ça les gens qui veulent faire appel à tes services peuvent le faire. Fabienne, toi je pense que tu as vu un peu de tout et il y a des choses qui n'étaient pas forcément bonnes à garder. Est-ce que tu as un cas comme ça qui te vient en tête où en fait c'était mieux de rien faire que de prendre quelque chose ? Alors, mieux de rien faire que de prendre quelque chose, je ne suis pas sûre, mais en tout cas, effectivement, j'ai eu un cas d'une personne qui a pris de la réglisse pendant quelques semaines, puis qui avait déjà un peu des problèmes de cœur et puis qui a fait vraiment ce qu'on appelle la tachycardie et puis de l'hypertension assez vite. Mmh.
Donc, c'est vraiment, par exemple, typiquement l'exemple d'une plante qui n'est pas indiquée pour une personne comme ça, alors qu'une personne qui est en hypotension, ça pourra effectivement lui faire du bien. Donc, ce qui est bon pour les uns n'est pas forcément bon pour les autres. Et puis, effectivement, dans ma pratique, je fais toujours attention de voir le tempérament de la personne avant de lui donner une plante pour que ce soit le plus adapté possible. Merci beaucoup, merci d'être venu et puis merci pour cet échange très enrichi, c'était très intéressant. J'encourage tout le monde à nous poser des questions si jamais il y a des points qu'il faudrait éclaircir encore. Fabienne, je pense que tu pourras te tenir à disposition pour peut-être répondre à quelques questions. Volontiers, merci beaucoup de l'accueil, c'était un plaisir. Plaisir partagé, j'espère qu'on aura l'occasion de refaire un sujet sur la phyto. Et puis, je te souhaite une bonne journée. Merci, à toi aussi. Merci Belle beaucoup. journée. Au revoir.